Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce mardi 14 juillet 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Crise au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz se retrouve au centre d'une nouvelle crise internationale. Les détails dans ce journal. Chargé par le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune, Azouz Nasri, président du Conseil de la Nation, se rend au Qatar pour présenter les condoléances après le décès de l'émir père Hamad Ben Khalifa Al Thani. Développement durable, l'Algérie plaide à New York pour une réforme de la finance mondiale et met en avant les mesures prises pour respecter les exigences de l'agenda 2030. Et puis, Grande-Bretagne, Union européenne, les deux parties signent officiellement le traité de Gibraltar, détroit situé au sud de l'Espagne. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. Le détroit d'Ormuz se trouve au centre d'une nouvelle crise internationale entre frappes militaires, menaces de blocus et appel au respect du droit maritime. La tension monte dans une zone stratégique pour le commerce mondial et pour le secteur de l'énergie. Nalia Hamouda. Le détroit d'Ormuz est à nouveau au centre des tensions internationales. Cette voie maritime stratégique par laquelle transite une grande partie de l'énergie mondiale est devenue le théâtre d'un affrontement aux conséquences régionales et internationales. Pour la troisième nuit consécutive, les États-Unis ont mené des frappes contre plusieurs cibles militaires et infrastructures stratégiques dans le sud de l'Iran. Des attaques qui ont notamment touché la région pétrolifère du sud-ouest du pays ainsi que Bushehr où se trouve la seule centrale nucléaire iranienne. En réponse, Téhéran affirme avoir riposté contre des bases et infrastructures militaires américaines dans les pays voisins, notamment Bahreïn, faisant craindre une extension du conflit au-delà des frontières iraniennes. Au cœur de cette confrontation, le contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran affirme qu'il empêchera toute ingérence américaine dans cette voie maritime stratégique et rejette toute tentative de contrôle extérieur. De son côté, Donald Trump annonce le rétablissement d'un blocus des ports iraniens, une décision qui accentue la pression sur Téhéran et ravive les inquiétudes sur la circulation maritime dans la région. Derrière ce bras de fer militaire et politique, une question centrale, la liberté de navigation. Téhéran évoque la mise en place d'un péage sur le passage des navires, tandis que Washington avance l'idée d'une réénumération liée à la protection du détroit. Des propositions qui provoquent des interrogations au regard du droit international qui encadre la libre circulation maritime. Face à l'escalade, Oman tente de maintenir une voie diplomatique. Le sultanat affirme poursuivre une coopération transparente et neutre avec toutes les parties afin de rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. À la lumière des discussions et des points de vue relatifs à la navigation dans le détroit d'Ormuz, le ministère des Affaires étrangères du sultanat d'Oman affirme qu'Oman poursuit sa coopération transparente et neutre avec toutes les parties en vue du rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit, dans le plein respect du droit international. Le sultanat d'Oman demeure pleinement attaché à ses obligations en tant qu'État partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et appelle toutes les parties à respecter le droit international. Mais sur le terrain, les armes continuent de parler. La reprise des bombardements fragilise les efforts diplomatiques engagés après le cessez-le-feu d'avril et éloigne la perspective d'un accord durable. Dans cette nouvelle phase de crise, chaque déclaration, chaque frappe et chaque mouvement militaire peuvent faire basculer un équilibre déjà fragile. Derrière les enjeux stratégiques et les rapports de force entre puissances, ce sont les populations qui restent exposées aux conséquences d'une escalade dont l'issue demeure incertaine. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté toutes les parties à désamorcer la situation après une nouvelle confrontation militaire dans la région du Golfe, avertissant qu'un retour aux hostilités à grande échelle aurait des conséquences catastrophiques. J'appelle aux parties, ouvrez le détroit, laissez passer les navires, pas de péage, pas de discrimination, que le commerce reprenne, laissez l'économie mondiale respirer.
En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 73 200, 33 martyrs et 173 707 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023. Selon un nouveau bilan communiqué ce mardi par les autorités sanitaires palestiniennes, il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025, 1110 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3599 autres ont été blessés, tandis que les corps de 800 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires. Et 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce mardi suite à des frappes des forces de l'occupation sioniste sur la ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Selon la même source, plusieurs civils ont également été blessés après qu'un convoi militaire des forces d'occupation a bombardé une tente à l'ouest de Khan Younes. Et les Palestiniens ont organisé mardi 14 juillet des funérailles pour les personnes tombées en martyrs lors d'attaques sionistes suite à une frappe des forces de l'occupation sioniste sur le camp de Jabalia. C'était un jeune homme qui travaillait dans la police civile. Il était en service à son poste au rond-point de Fallujah lorsqu'il a été pris pour cible par des avions de surveillance. Je veux comprendre pourquoi on l'a pris pour cible. Qu'est-ce que l'entité sioniste veut de plus de nous? Vous avez détruit nos maisons, tué nos fils, anéanti nos moyens de subsistance. Vous nous avez anéantis, déplacés, nous et nos familles. Que voulez-vous de nous? Que voulez-vous exactement de nous? Nous sommes présents sur cette terre inébranlable. Nous voulons la sécurité, nous voulons une solution, nous voulons que la guerre et les massacres d'enfants cessent. Quel est le sort de cet enfant? Qui était en sécurité sous la tente? Il se changeait, il voulait sortir jouer. Pourquoi l'ont-ils tué? Dieu me suffit. Il est le meilleur pour gérer les affaires des autres. Il était le soutien de sa mère. Que pouvait faire une mère? Que Dieu lui donne ainsi qu'à son cœur la patience. Où que nous allions, nous ne sommes pas en sécurité. Nous voulons que les massacres cessent, que la guerre cesse. Et les forces de l'occupation ont fermé ce mardi les portes de l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa sous prétexte de mener des exercices militaires, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. La mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, subit des actes de profanation au quotidien par les colons et soldats sionistes. Ces actes visent à judaïser El-Quds, s'imposer une nouvelle réalité et changer l'identité culturelle de la ville sainte. Et des organisations de défense des droits humains ont lancé un appel international à manifester mercredi pour la libération immédiate du docteur Hussam Abou Safia, médecin palestinien détenu par l'occupation sioniste depuis décembre 2024. Face à la dégradation alarmante de son état de santé, les appels à sa libération se multiplient. Plusieurs organisations de défense des droits humains ainsi que des experts des Nations Unies demandent sa libération immédiate, dénonçant une détention arbitraire et faisant état d'allégations de mauvais traitements. Dans ce contexte, un appel international à manifester est lancé pour le mercredi 15 juillet avec des rassemblements prévus dans plusieurs villes du monde afin de réclamer sa libération. Et 22 citoyens palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie durant les dernières 24 heures, dont plusieurs anciens prisonniers, indiqué ce mardi le bureau des prisonniers palestiniens. Les arrestations ont eu lieu notamment dans les gouvernorats d'Eugénie, Naplouse, Qalqalia et El-Khalil, a précisé cet organisme. Pour rappel, le nombre total de détenus palestiniens dans les prisons de l'occupation sioniste dépasse les 9500, dont 99 femmes, 42 journalistes et plus de 360 enfants, rappelle le communiqué. Et dans le reste de l'actualité de ce journal chargé par le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, s'est rendu ce mardi au Qatar pour présenter les condoléances à son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar suite au décès de son père. L'émir Hamad Ben Khalifa Al Thani Nasri est accompagné de Saïd Saïoud, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, du général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la
la Défense nationale, de Makhlouf Salah, chef de cabinet du président du Conseil de la Nation, et de Ihsan Nakour, directeur par intérim du Mashriq arabe et de la Ligue des États arabes au ministère des Affaires étrangères. Au nom du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre algérien Seferi a signé ce mardi au siège de l'ambassade de l'État du Qatar en Algérie le registre de condoléances à la suite du décès de l'émir père de l'État du Qatar, Hamad Ben Khalifa Al Thani. La disparition d'un homme de la trempe de Cheikh Hamad constitue une perte immense. Cette épreuve nous impose de rendre hommage à un homme qui a consacré sa vie au service du Qatar et de son peuple frère à travers les plus hautes responsabilités qu'il a assumées avec compétence et sagesse. Tous lui reconnaissent le mérite d'avoir été un dirigeant hors pair au parcours exceptionnel grâce auquel il a hissé son pays au rang des États d'influence régionale et internationale affirmés. Allah l'avait gratifié d'une grande sagesse et d'une perspicacité qui lui ont permis de contribuer à désamorcer de nombreux conflits et crises et de réunir les belligérants autour de la table du dialogue afin de parvenir à la réconciliation et à l'instauration de la paix. Grâce à lui, Doha est devenu un hub exceptionnel pour la médiation et le dialogue entre les parties en conflit, ce qui vaut aux défunts la reconnaissance et la gratitude de tous. Cheikh Hamad entretenait avec l'Algérie et son peuple une relation particulière, une profonde affection et des liens de proximité qui remontent à un article qu'il avait rédigé après l'indépendance de l'Algérie alors qu'il était encore étudiant. Ces liens se sont ensuite renforcés à travers ses visites privées dans notre pays. Autre information de ce journal, dans le cadre de sa participation aux travaux de la session annuelle du Forum politique de haut niveau sur le développement durable réuni au siège des Nations Unies à New York, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Lounès Magraman, a mis en avant les avancées significatives réalisées par l'Algérie pour atteindre les objectifs de développement durable ODD conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies. خلاله استعراضها الوطنية أشغال هذا المنتدى الذي ينعقد في ظرف دولي حساس ومضطرب. Ce forum se tient dans une conjoncture sensible et trouble qui a de l'impact sur le rythme de la mise en application de l'agenda 2030. L'Algérie réaffirme son engagement politique et institutionnel renouvelé de consacrer le développement durable comme un choix souverain avec l'humain comme axe central en ne laissant personne derrière. Dans ce contexte, l'Algérie a poursuivi sous la conduite éclairée du président Abdelmajid Tebboune ses réformes structurelles et a maintenu son modèle social en prenant des mesures basées sur 1. Consolidation de la diversification économique et de la croissance qui a atteint les 4% avec une performance appréciable en dehors du secteur des hydrocarbures. 2. Numérisation, gouvernance électronique et développement des services digitaux. 3. Intégration des jeunes et des femmes dans les activités économiques en appuyant l'économie du savoir. Aujourd'hui en Algérie, la femme représente 60% des diplômés d'université et elle est présente de plus en plus dans les sphères de décision. 4. Accélération de la transition énergétique avec un programme de réalisation de 15 000 MW d'énergie renouvelable à l'horizon 2035 avec le développement de l'hydrogène vert. 5. Renforcement de la sécurité hydrique. L'Algérie arrive à couvrir 40% des besoins nationaux en eau potable qui est assuré par le dessalement de l'eau de mer. Sahara occidentale, à présent, le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle de la RAST, Abdelkader Taleb Omar, a été reçu lundi à Nouakchott par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Abdelkader Taleb Omar est porteur d'un message du président de la RAST, Brahim Ghali, au président mauritanien. Ce message s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les dirigeants des deux pays. Les deux parties ont passé en revue les derniers développements concernant la cause sahraoui. Et en France, une vague de mobilisation se poursuit pour exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis. Les manifestants estiment que la défense des droits humains, la protection de la dignité humaine et le respect du droit international constituent des principes universels qui doivent être garantis en toutes circonstances, appelant à une réaction urgente face à la gravité de la situation. Regardez.
dans la rue, ici en France, dans la solidarité. En Afrique, la République démocratique du Congo enregistre désormais 1963 cas confirmés d'infection virus Ebola, soit 37 décès de plus en une journée, a annoncé ce mardi le ministère congolais de la Santé. Et longtemps symbole des tensions entre Londres et Madrid, la frontière de Gibraltar entre dans une nouvelle ère. Après des années de négociations, un traité historique instaure la libre circulation entre le Rocher britannique et l'Espagne, un accord qui dépasse le simple question des frontières et redessine les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Commentaire Imen Malade. La barrière qui séparait Gibraltar de l'Espagne n'était pas seulement une frontière, ce fut l'un des derniers héritages du Brexit qui désormais appartient presque au passé. À Bruxelles, le Royaume-Uni, l'Espagne, Gibraltar et l'Union européenne ont scellé un accord historique qui met fin au contrôle systématique entre le Rocher britannique et le territoire espagnol. Une avancée diplomatique majeure, 6 ans après la sortie de Londres de l'Union européenne. Chaque jour, près de 15 000 travailleurs franchissent cette frontière pour rejoindre leur emploi. Mais avec ce traité, la circulation deviendra beaucoup plus fluide, un changement concret pour les habitants, mais aussi pour l'économie de toute la région, étroitement dépendante des échanges transfrontaliers. Cependant, le dit accord n'annule pas les contrôles, il les déplace. Désormais, les vérifications liées à l'espace Schengen seront effectuées au port et à l'aéroport de Gibraltar, créant un dispositif inédit de coopération entre les autorités britanniques, gibraltariennes et espagnoles. Au-delà de l'aspect technique, le compromis est principalement politique, car sur le sujet le plus sensible, celui de la souveraineté, chacun conserve sa position. Londres réaffirme que Gibraltar demeure britannique, tandis que Madrid continue de revendiquer le territoire. Aucun des deux camps ne renonce à ses prétentions, mais tous deux acceptent de les mettre entre parenthèses au profit d'une solution pragmatique. Ce traité marque ainsi l'aboutissement de longues négociations ouvertes au lendemain du Brexit. Il témoigne aussi d'un changement de ton entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, davantage tourné vers la coopération que vers la confrontation. 3 siècles après le traité d'Utrecht, qui avait placé Gibraltar sous souveraineté britannique, la question politique reste entière. Mais pour les habitants du Rocher et de l'Andalousie voisine, c'est une autre réalité qui s'impose désormais, celle d'une frontière qui cesse enfin d'être un obstacle pour redevenir un simple point de passage. En France, le plus grave incendie de l'histoire de la région Île-de-France frappe actuellement la forêt de Fontainebleau, située à environ 60 km au sud-est de Paris. Le feu d'une ampleur exceptionnelle a déjà parcouru plus de 2050 hectares de végétation. Regardez. Et à Bruxelles, en Belgique, plusieurs personnes sont mortes dans un incendie sur un chantier de construction ce mardi 14 juillet, avec une recherche de 6 personnes disparues en cours, ont indiqué les autorités locales. Malheureusement, nous avions déjà accès à l'une des 2 cabines d'ascenseur et nous avons pu voir les corps de 2 ou 3 personnes décédées. Et conflit en Ukraine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé l'Ukraine mardi 14 juillet d'avoir attaqué des navires commerciaux en mer d'Azov et en mer Noire dans ce qu'il a qualifié d'actes de terrorisme. Ce que fait le régime ukrainien dépasse même le cadre de la piraterie. Les pirates au moins pillent et gardent le butin pour eux, mais ici, cela ne profite ni à eux, ni à personne d'autre. Le but est seulement de nuire et d'intimider. C'est du terrorisme pur et simple. D'ailleurs, cela se produit en mer d'Azov et en mer Noire, mais aussi sur le continent africain. Partout, les Ukrainiens entrevoient une occasion de nuire, selon eux, à la Fédération de Russie. Ils s'allient avec n'importe qui, avec des extrémistes africains qui cherchent à renverser des gouvernements légitimes en Afrique et avec tous les autres marginaux de la société.
Et en Amérique du Sud et au Pérou, la candidate de droite Keiko Fujimori, fille aînée du défunt ancien président Alberto Fujimori, briguera la présidence péruvienne pour la 4e fois lors d'un second tour. La présidente élue du Pérou se prépare pour l'investiture du 28 juillet. Hoy comienza una nueva etapa para el Perú. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère pour le Pérou, une ère de responsabilité, de dialogue et de résultats, une ère pour restaurer la confiance dans nos institutions et remettre l'État au service du peuple. Je vous appelle à regarder vers l'avenir, à bâtir ensemble un pays plus sûr, plus prospère et plus uni. Autre actualité de ce journal, les corps des 15 touristes indiens décédés dans la tragique naufrage survenu au Vietnam ont été officiellement rapatriés en Inde ce mardi 14 juillet. Ils voyageaient en bateau pour assister à une réunion avant d'atteindre l'île. L'accident s'est produit. Depuis, notre famille vit dans un profond chagrin. Et un mot de culture avant de clôturer ce journal. La 43e édition du Festival culturel international de Timgad s'est achevée dans la soirée de lundi 13 juillet dans une ambiance festive. Une dernière soirée marquée par des spectacles, des artistes de renom et un public venu nombreux célébrer la fin de cette édition. Retour sur l'événement musical avec notre envoyé spécial Filah Leili. 5 soirées, des milliers de spectateurs et une scène qui a retrouvé tout son éclat. Le Festival culturel international de Timgad à Batna a refermé les portes de sa 43e édition au théâtre de plein air avec soirée festive mêlant patrimoine, musique et chant entre chaoui, raï, mélodie saharienne, pop tunisienne et rythme urbain. Avant les concerts, le ballet de Longsi, Office national de la culture et de l'information, a offert au public un spectacle inspiré du patrimoine algérien, des tableaux artistiques qui ont mis en valeur la richesse culturelle du pays et donné le ton de cette soirée du festival. Très attendu par les présents, Kouali Benchinat a clôturé cette 43e édition dans une ambiance chaleureuse. Le chanteur originaire d'Oran a repris plusieurs de ses titres, accompagné par un public qui a chanté avec lui jusqu'aux derniers instants du festival. Une belle communion. Premièrement, j'aimerais remercier le public. Ils étaient présents et chantaient avec tous les artistes présents. C'est un honneur pour moi. J'ai déjà fait le festival de Timgad. J'étais même présent lors de la première édition. C'est donc symbolique pour moi. J'y trouve des gens qui goûtent à l'art. La soirée s'est poursuivie avec plusieurs artistes. La star tunisienne Mortada Fititi a partagé ses chansons avec le public avant de laisser place au groupe Tikoubawin qui a fait voyager les spectateurs au rythme de la musique Assouf Tergui du Grand Sud algérien. Je peux dire qu'une nuit au festival de Timgad équivaut à un festival entier ailleurs. En une seule soirée, vous avez plusieurs artistes qui se relaient. C'est pas facile d'organiser ça et pour cela, je remercie les organisateurs pour cette opportunité. Pour cette dernière soirée, les gradins étaient une nouvelle fois archi-combles. Les spectateurs ont salué la qualité de la programmation artistique et l'ambiance qui a accompagné cette édition. Avec cette soirée de la clôture, le Festival culturel international de Timgad referme le chapitre de sa 43e édition, une édition qui a réuni patrimoine, musique et diversité artistique en donnant une nouvelle fois rendez-vous aux amoureux de la culture dans ce site archéologique de Timgad, un joyau de l'Algérie antique classé au patrimoine matériel universel de l'UNESCO depuis 1982. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.